Bonjour à tous. Alors, bienvenue pour la table ronde dédiée à la cybersécurité sur le thème le risque cyber est-il un frein à l'innovation de l'industrie et donc à sa transformation digitale? Pour débattre de ce thème, nous avons donc deux panélistes. Marc Darmon, qui est le directeur général adjoint de Thales, en charge de l'activité système d'information et de communication sécurisée. Bonjour. Et nous avons Pascal Andréi, qui est directeur de la sûreté d'Airbus. Alors, donc pour introduire le thème, on voit aujourd'hui que la révolution digitale et l'arrivée de l'Internet industriel ont ajouté un nouveau degré de complexité à la gestion des risques, en ajoutant le risque cyber, avec notamment parce que les systèmes industriels sont désormais interconnectés et ouverts sur l'extérieur. Alors, quand on parle de risque cyber, déjà de quoi on parle exactement et comment on l'intègre à la transformation digitale de l'industrie? Marc Darmon. Bah écoutez, déjà, on sait ce qui se passe en termes d'interconnexion et d'évolution très rapide des technologies. Les raisons de l'augmentation de la menace cyber, elles sont de deux ordres. Le premier, c'est l'augmentation des débits, des capacités de traitement, de l'importance des données, des nombres de points d'accès, de la mise en réseau de l'ensemble. On parle, vous connaissez les chiffres comme moi, on parle de 3,5 milliards aujourd'hui de gens connectés à l'Internet et de 20 milliards à la fin de la décennie d'objets qui seront interconnectés. Beaucoup de chiffres qu'on pourrait vous donner comme ça qui montrent l'interconnexion croissante. Donc la première des raisons, c'est que les systèmes sont de plus en plus connectés avec des débits de plus en plus importants et de plus en plus de données. Mais la deuxième raison, c'est l'augmentation de la compétence des hackers. La professionnalisation de ces attaquants qui font des attaques quasiment militaires avec préparation de la mission, combinaison des effets, objectif stratégique au-delà de l'objectif technique, exactement comme la préparation d'une opération militaire. Donc pour ces deux raisons, la menace va croissante. Alors, la menace cyber, de quoi parle-t-on exactement? Pour simplifier, trois grandes familles. Je dirais d'abord la cyberpollution. La cyberpollution, c'est l'usurpation d'identité, c'est des sites qui sont transformés, c'est parfois des prises en otage de données avec les ransomware comme on a vu avec WannaCry de façon très visible il y a quelques semaines. C'est très gênant, très ennuyeux, surtout quand ça nous arrive. C'est généralement assez facile à corriger ou à éviter, il suffit de mettre à jour ces systèmes, et ça n'a pas de vrais enjeux stratégiques. Après, nous avons le cyberespionnage. Donc, prendre des données stratégiques d'une entreprise ou d'une administration, des données commerciales, des données techniques, des données sur les employés, des données sur les clients. Ça peut avoir des impacts très importants. Quand Sony s'est fait voler ses films, on a parlé de plusieurs centaines de millions de dollars. Donc, et on parle aujourd'hui beaucoup de ce cyberespionnage, de ces fuites de données. C'est ce qu'on voit le plus souvent. Le troisième niveau, c'est le cybersabotage, c'est-à-dire s'attaquer au vrai système opérationnel, au système industriel. Donc, si je prends des exemples hors industrie de l'aéronautique, le transport ferroviaire, les stores de contrôle, les barrages, les centrales énergétiques, rarement arrivé jusqu'à présent, mais une chaîne de télévision, ça c'est arrivé. Et donc, il ne s'agit pas, quand on sur TV5 Monde, ce qui est arrivé, ce n'est pas seulement qu'on a pris des données, ou qu'on a fait des fuites, ou qu'on a changé le site de TV5 Monde, mais ils ont carrément coupé l'émission. Et d'ailleurs empêché la télévision d'émettre pendant plusieurs semaines. Donc là, on parle d'attaques sur les systèmes industriels. Bon, pour toutes ces menaces, il existe des protections qui sont de nature différente. Le paysage de la cybermenace, c'est un peu tout ça. Et c'est de cela dont on va parler aujourd'hui, probablement plus de le dernier, qui est le cybersabotage. Alors justement, comment est-ce qu'un géant comme Airbus, Pascal Andréi, gère en fait ce risque cyber? Alors, je vais rebondir sur ce que vient de dire Marc. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a plusieurs catégories, plusieurs types d'attaques cyber. On peut voir la cybercriminalité de plusieurs formes. La question elle était orientée avant tout sur l'industrialisation. La sûreté industrielle, c'est vrai qu'on a de plus en plus d'intégration de fournisseurs dans notre chaîne d'assemblage, dans la supply chain en général, et plus de connectivité. Ce qui est important pour une grande entreprise, puisque la surface d'attaque devient énorme, devient extrêmement large, on ne peut plus tout contrôler, c'est d'identifier la menace,
très clairement, ne jamais sous-estimer les impacts de la cybercriminalité, ça c'est clair. Et une fois qu'on a bien identifié la menace, faire des analyses de risque et protéger les joyaux de la couronne, protéger ce qui est le plus important. Que ce soit au sein de l'entreprise, donc l'entreprise comme Airbus avec notre système d'information, l'ensemble de notre environnement industriel, que nos produits, les avions, les hélicoptères, les satellites, qui sont aussi des cibles, il faut le savoir, des appareils de plus en plus connectés, avec une composition d'équipements qui sont de plus en plus standardisés. Donc on arrive sur le terrain de jeu des hackers. Donc voilà, il faut bien comprendre la menace, bien la cerner, faire de bonnes analyses de risque et avoir des compétences internes. Et puis donc détecter les intrusions, c'est peut-être une priorité, savoir détecter les intrusions et être résilient aux attaques. On ne peut pas se protéger à 100%. Donc il faut bien cerner le problème. Et pour cela, est-ce qu'il ne faut pas un changement de culture au sein des entreprises en fait, du secteur? Parce que de nombreuses études pointent du doigt le fait que le risque cyber ne serait pas forcément traité au bon niveau hiérarchique dans les entreprises. Qu'est-ce que vous pensez de ça tous les deux? Beaucoup d'études montrent aussi de gros progrès. Donc effectivement, c'est insuffisant, mais c'est un gros progrès. Je vais citer deux directions. Nous finançons une étude avec un cabinet indépendant sur la prise en compte justement des risques de cyberattaques et d'attaques sur les données notamment à travers le monde. Ce que l'on voit, c'est une progression régulière de l'ordre de 10 à 15% des dirigeants et des conseils d'administration sur la sensibilisation sur le risque cyber. Donc on voit un net progrès. Donc même si c'est insuffisant, on voit un net progrès. On part de très bas ou pas? Alors on partait de très bas, mais on arrive à des chiffres que je vais citer, vous allez voir, dans le domaine de l'aéronautique, on arrive à des chiffres qui sont tout à fait corrects. Alors maintenant, sur le domaine aéronautique pur, alors je prends des chiffres de 2015 qui sortent d'une étude de PwC. Si on demande à un CEO ou un directeur général d'une entreprise privée, aujourd'hui 61%, alors pas aujourd'hui, en 2015, 61% disaient qu'ils étaient sensibles au risque. Donc, quand on regarde les directeurs généraux de compagnies aériennes, c'était 85%. Donc on voit un gap de près de 25% entre un directeur général moyen d'industrie et un directeur général de compagnie aérienne, ce qui prouve que c'est un domaine qui est extrêmement conscient des sujets de sûreté et de sécurité. Et c'était en 2015, comme notre autre étude à nous montre une progression de 10 à 15% par an, c'est-à-dire qu'on arrive maintenant quand même à une bonne sensibilité. En fait, aujourd'hui, c'est un sujet qui est pris par les conseils d'administration, qui est pris par donc les directeurs généraux qui se sentent menacés. Des RSSI sont nommés dans toutes les entreprises, ce n'était déjà pas le cas. Aujourd'hui, c'est un sujet qui est devenu général. En fait, quand on regarde bien, la cybersécurité, c'est un peu comme l'assurance auto. S'assurer, ça coûte beaucoup moins cher qu'un sinistre, beaucoup moins cher qu'un accident. Pourtant, pour l'instant, c'est pareil d'ailleurs en assurance auto, si on n'a pas eu soi-même un grave accident ou si on n'est pas obligé par la loi ou par la régulation, on ne s'assure pas. Et aujourd'hui, comme tout le monde aujourd'hui est attaqué, la prise de conscience grandit et aujourd'hui, plus personne ne considère qu'il n'y a pas de risque cyber. Mais il y a quand même un changement de paradigme à effectuer. Comment vous l'avez vécu par exemple chez Airbus? Est-ce que par exemple la sécurité est toujours en domaine de geek dans les DSI ou est-ce que vous sentez vraiment que c'est pris en compte au plus haut niveau de l'entreprise? Ah non, c'est vraiment pris en compte à très haut niveau chez Airbus. On est en train de restructurer Airbus. Il y a une réorganisation qui est en train de s'effectuer. La sûreté générale est inscrite aujourd'hui dans le cadre de la transformation digitale de l'entreprise, puisqu'aujourd'hui moi-même je reporte au DTO, donc au Digital Transformation Officer de l'entreprise, et mon collègue est le CIO, donc le Chief Information Officer. Donc nous sommes entre la sûreté et le patron des systèmes d'information, les deux piliers de la transformation digitale de l'entreprise. C'est une décision qui a été prise au plus haut niveau de l'entreprise, puisque notre board a validé cette organisation comme étant deux piliers de cette transformation digitale. Il est clair qu'on a un vrai changement de paradigme à plusieurs titres. D'abord parce qu'il faut changer les mentalités complètement. On doit vivre la sûreté différemment aujourd'hui de ce qu'on a pu la vivre par le passé. Ça, c'est une chose importante. Et on a un gros contraste. On évolue dans une entreprise très rapidement. On veut évoluer très rapidement parce que quand on veut transformer une entreprise de la taille d'Airbus de façon
global, il faut prendre en compte toutes les contraintes opérationnelles du groupe. On a vraiment des grands écarts entre certains environnements industriels qui sont pas prêts à faire le pas et puis d'autres qui le sont. Donc on va avoir d'un côté... Par exemple eh bien, dans une chaîne d'assemblage ou un site de production, on peut avoir des machines-outils de nouvelle génération avec des imprimantes 3D. Et dans le bureau juste à côté, on fait encore du téléchargement avec des disquettes 3,5 pouces. Je ne sais pas si dans la salle, il y en a qui connaissent encore ça, mais il y en a. Donc on a racheté ça dans les musées, je pense. Mais il faut voir qu'il faut embarquer tout le monde. Et quand on est dans un environnement industriel, les contraintes ne sont pas forcément celles qu'on a, les priorités, on va dire, ne sont pas forcément celles que l'on a ou que l'on évoque dans le domaine de la sûreté, qui sont l'intégrité, la disponibilité, l'intégrité et la confidentialité. L'environnement industriel doit livrer. Donc c'est un environnement qui a une priorité de disponibilité. Je vais citer un exemple, WannaCry, qu'on a eu très récemment, dont on a tous souffert, entre guillemets, nous, on n'a pas trop souffert par rapport à d'autres grands groupes. Une cyberattaque mondiale tout à fait, du ransomware. Qui serait attribuée à la Corée du Nord, d'après les États-Unis. Voilà, on ne commentera pas la source, mais l'impact aurait pu être très très lourd. Donc chez Airbus, on a immédiatement réagi. On a un CERT interne, donc un Computer Emergency Response Team, et puis des SOC qui ont détecté ça très vite. On avait de la chance d'avoir été assez proactif, puisque lorsque Microsoft avait publié son patch il y a quelques temps, on l'a mis en œuvre très rapidement. Donc c'est un conseil que je donne, ne négligez pas les patchs qui sont distribués par les fournisseurs de soft, parce que c'est très important de mettre à jour notre système et ça évite de réagir. Mais surtout, lorsqu'il a fallu aller dans les environnements industriels, on avait des gens qui ne voulaient pas arrêter les machines pour mettre un patch et arrêter la machine pendant 3 heures, parce que 3 heures d'arrêt d'une machine, c'est une perte de production. Donc on est dans des environnements où on doit faire face à des contraintes industrielles qui sont aussi difficiles à gérer. Et justement, quel est le rapport en fait entre le risque cyber et l'innovation? À quel point en fait c'est un frein, ou alors est-ce que comment vous pouvez transformer en fait ce risque et ce frein en opportunité? Nous, on a l'approche qui est complètement inverse. On considère que la cybersécurité, c'est ce qui permet d'accélérer l'innovation. Donc c'est pas une menace à la base en fait. Donc puisque l'innovation, elle est issue de toutes ces technologies digitales, que je vais citer sans vouloir faire pédant, mais entre les télécommunications haut débit, le cloud computing, le big data, l'intelligence artificielle, maintenant la blockchain, l'imprimerie 3D, etc. Toutes ces données sont autour du numérique et toutes ces données sont donc menacées par les cyberattaques. Donc c'est grâce à la cybersécurité qu'on peut les utiliser, et la cybersécurité, donc ce qui permet d'accélérer l'intégration de toutes ces nouvelles technologies. Donc d'où l'importance de la cybersécurité, des investissements que l'on peut faire dans les entreprises, ou alors chez nous qui sommes un fournisseur de cybersécurité pour d'autres entreprises. Mais on voit bien que c'est au contraire un multiplicateur de capacité d'innovation et d'intégration de ces autres technologies. C'est plus une opportunité qu'un risque en fait. Absolument. D'accord. Et justement, quand on parle donc, dans le concret des produits, donc par exemple dans le cas d'Airbus des avions notamment, on voit aujourd'hui que l'avion est un véritable objet connecté. Est-ce qu'il est possible d'avoir un avion 100% sécurisé, et comment on s'y approche? Comment vous gérez en fait ça? Alors, je vais distinguer les avions d'ancienne génération et les avions de nouvelle génération. Nouvelle génération, c'est depuis l'A380, un avion qui a fait un bond technologique considérable par rapport à tous ses prédécesseurs, à savoir énormément de connectivité, beaucoup d'antennes de communication, des dizaines d'operating systems temps réel sur l'avion, et un avion qui embarque des fonctions basiques et des fonctions qui sont basées sur les systèmes ouverts et standards. Comme je l'ai dit tout à l'heure, donc le terrain de jeu des hackers. Ce qui a été très important dès les phases de conception de l'avion, c'est qu'on a tenu compte de la sûreté, de la cybersécurité, mais de la sûreté en général, très tôt dans les phases de construction de l'avion. Donc très tôt, on a pris en compte la sûreté, on a travaillé avec les ingénieurs en chef sur l'avion, même si au départ, ça n'a pas été facile. Je vous rappelle que c'était au début des années 2000, cybersécurité, le mot n'existait peut-être même pas encore. Donc on a dû concevoir un avion qui devait être résilient et résistant face à des attaques qui allaient arriver massivement. Et on ne s'était pas trompé, puisque dès les premiers vols de l'avion, on a eu plusieurs dizaines d'attaques par seconde sur avion. Votre approche, ce n'est pas est-ce qu'on va être attaqué, mais quand et comment on fait pour que ça n'impacte pas la sûreté des gens dans l'avion ou Tout à fait. Alors après, vous avez plein d'attaques. Quand je dis plusieurs dizaines d'attaques par seconde, par minute sur un avion,
il faut que je pèse mes mots. On a énormément de robots, d'agents qui attaquent, comme ils attaquent tous les systèmes connectés. Dès qu'il y a un numéro IP connecté sur un DNS, alors, il y a des agents qui sont développés par des hackers et qui envoient des requêtes et en fonction des réponses du système, voient s'il est patché ou pas. Voilà, ça c'est des attaques automatiques, pas forcément des attaques malveillantes avec un hacker en temps réel derrière. Sur un avion, il y a plusieurs types d'attaques. Il y a des hackers très ludiques qui veulent jouer avec l'avion. Il y a des hackers qui veulent pirater les films vidéo dans la cabine. Donc, ils vont attaquer ce qu'on appelle l'in-flight entertainment, dont Thales est aussi un fournisseur. Donc, ils vont vouloir télécharger les films vidéo qui sont les derniers au box-office, parce que quand vous êtes dans des grosses compagnies aériennes, vous avez des centaines de films accessibles. Donc, ils essayent, pendant le vol, de télécharger ces films. Bon. Après, il va y avoir les hackers qui ont remarqué que sur un long courrier, vous pouvez acheter le duty-free à votre carte bleue. Donc, ils se disent, il y a un terminal de paiement, donc forcément, un serveur de carte bleue sur l'avion. Donc, ils vont essayer de voir où est le serveur pour essayer de le pirater. Ça, c'est très ludique. Parce que les données restent en vol, elles ne sont pas encore non, on ne transmet pas de données en temps réel, surtout les données personnelles chiffrées. On les stocke. Donc voilà, donc ça, c'est la compagnie aérienne qui définit sa policy. Ça, c'est important à dire. Donc, on a bien sûr, on a cette frange de hackers qui veulent jouer ou pirater des films vidéo. On va dire c'est non-safety. Dans le domaine aéronautique, ça veut dire que ça n'emmène pas à un crash d'avion, mais pour notre image de marque, c'est important. Donc, on s'y protège. Et puis après, il y a l'autre versant qui est vraiment l'attaque malveillante, qui cherche à détourner un avion, montrer qu'on pourrait prendre les commandes d'un avion à distance ou à partir de la cabine. On a souffert plus de buzz que de cas réels. On a eu des tentatives d'attaque qui n'ont jamais abouti parce que la construction de l'avion a été faite pour pallier. Vous en avez souvent ? Alors, je ne peux pas en parler puisque ce sont les compagnies aériennes qui en souffrent. Et donc, il faudrait demander aux compagnies aériennes. Moi, je connais les chiffres, mais je ne les donnerai pas. Il y en a. Il y a des tentatives, il y en a énormément. Mais qui aboutissent, et aucune de connue. De hackers qui prétendent être capables de prendre le contrôle d'un avion à distance. Vous pouvez en trouver sur Internet. Vous allez voir Hugo Tezo, vous allez voir Chris Roberts. Vous les googlalisez, vous allez les trouver, ou vous les quantisez, parce qu'il paraît que c'est plus français. Donc, vous allez voir quels qu'ils revendiquent. Donc, à partir de là, vous allez essayer de comprendre leur philosophie. Et c'est vrai que ce sont des hackers qui ont cherché à comprendre comment était fait l'avion, cherché à voir quels étaient les moyens de communication et qu'est-ce qu'ils étaient prêts à faire. Bon, ils tentent, ils n'y arrivent pas, mais ils font le buzz quand même. Alors justement, si vous voulez peut-être réagir. Oui, peut-être en complément, parce que là, on a beaucoup parlé de l'avion lui-même, mais quand on veut parler de cybersécurité du transport aérien, il faut parler d'un ensemble plus large. En fait. De façon générale, d'ailleurs, en cybersécurité ou en sécurité, d'ailleurs, on ne protège pas des morceaux sans regarder l'ensemble. Sur le transport aérien, la cyberattaque, elle peut arriver de l'avion, avec les exemples que Pascal a cités, mais ça peut arriver du centre de maintenance de l'avion, quand l'avion est au sol en maintenance. Ça peut arriver du système d'aviation civile ou du système de contrôle de trafic aérien. Ça peut venir de l'aéroport, où là, les données peuvent arriver par un passager à l'aéroport. Et donc, avant toute analyse de risque doit être, je dirais, holistique, pour prendre un mot un peu pédant, et donc d'avoir une vision d'ensemble. Un peu comme lorsqu'on veut sécuriser une gare ou un train, il ne s'agit pas juste de mettre un portique à l'entrée d'un quai, je ne vise personne, mais il faut regarder l'ensemble du problème, de où sont les risques et comment exactement limiter les risques pour optimiser l'ensemble. Et donc, il faut bien comprendre qu'une grande partie de la cybersécurité, j'y viendrai peut-être tout à l'heure, ça commence par l'analyse de risque. Et l'analyse de risque, il doit être pris globalement, parce que, comme l'a dit Pascal, le risque sur l'avion lui-même, il n'est pas forcément très important. En revanche, le risque du transport aérien, il est plus large. Alors justement, je peux rebondir sur ce point-là, ce qui est très important. J'allais y venir. Moi, je suis en charge de la sûreté de l'avion. On se repose sur énormément de réseaux de confiance. Le trafic aérien, comme l'a dit Marc, on a les fournisseurs qui sont des fournisseurs de nos compagnies aériennes. Donc, les cycles de maintenance de l'avion, c'est critique. Donc là, il faut vraiment qu'on soit vigilant. La grande différence entre la cyber et la sûreté classique, mettre une bombe dans un avion, c'est compliqué, mais vous allez en mettre une, vous n'allez pas en mettre 10. Si vous avez une vulnérabilité sur l'ensemble du trafic aérien, c'est-à-dire s'il y a une vulnérabilité sur l'ATM, c'est tous les avions en vol qui sont potentiellement attaquables à la même seconde.
Donc le point qu'a levé Marc est critique, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut vraiment avoir une vision globale et non pas juste sur le système. Nous, l'avion, on le construit pour qu'il soit résistant par rapport à une menace qu'on a identifiée et des systèmes d'analyse de risque qu'on a bien développés. Mais par contre, ce qui est critique, c'est de voir comment va se comporter la flotte complète. Les avions communiquent avec des équipements dont on maîtrise pas, des satellites, d'autres avions, des systèmes sol, flight ops, des compagnies aériennes. Donc, l'attaque d'un système peut impacter une flotte complète d'avions à une seconde donnée. Alors justement, vous disiez qu'il y a des cyberattaques qui étaient tentées très régulièrement, mais qu'aucune n'avait pour l'instant abouti, heureusement. Et donc ça, c'est parce qu'il y a des solutions qui existent. Alors justement, vous, Thalès, vous y connaissez un rayon dans les solutions. Est-ce que vous pouvez un peu expliquer quelles sont ces solutions, à quel niveau vous les placez, etc. Oui, je vais essayer d'être assez pédagogique. En fait, ce qui est recommandé, alors ce que nous recommandons, mais l'ANSSI, c'est aussi la façon dont il le recommanderait, je dirais c'est 4 grandes lignes de défense de cybersécurité. La première, c'est des règles d'hygiène. Alors, Pascal, André, il les a citées, mais commencer par se comporter correctement, mettre à jour ses serveurs, mettre à jour ses logiciels. En fait, tous ceux qui avaient mis à jour leur Microsoft ou dont le prestataire, nous sommes prestataires de beaucoup, avait mis à jour les logiciels, n'ont pas souffert du tout de WannaCry. Pas du tout. Donc, mettre à jour ses logiciels, se comporter correctement par rapport à ses mots de passe, ne pas mettre son mot de passe caché sur son clavier, changer son mot de passe régulièrement, etc. Enfin, je suis sûr que si ne pas mettre de clé USB par hasard, découverte par hasard, ne pas télécharger une pièce jointe dont vous ne connaissez pas l'émetteur. Je suis sûr que vous tous, vous commencez à vous dire que parmi tout ce que j'ai cité, il y a bien un truc que vous avez fait récemment. Donc ces règles-là, c'est la première étape. Évidemment, c'est très simpliste et je n'y passe pas plus de temps. Le deuxième, c'est que tous les systèmes désormais qui sont intégrés dans nos systèmes industriels, donc qui sont intégrés dans les avions, dans les aéroports, dans les systèmes de contrôle de trafic aérien, mais dans les systèmes énergétiques, dans tous les systèmes industriels, tous les systèmes aujourd'hui doivent être cybersécurisés par design. C'est-à-dire cybersécurisés comme contrainte d'entrée du design, au même titre que n'importe quelle fonctionnalité. Et non pas la cybersécurité rajoutée avec des équipements chiffrement autour, avec une transformation ou des murs ou de l'imaginaux autour des systèmes. Il faut aujourd'hui prendre la cybersécurité dans la conception des systèmes en amont, dès la conception du système. Ça a l'air évident ce que je dis, mais évidemment c'est un surcoût. Et donc il faut se forcer à le spécifier quand on est un spécificateur et le développer quand on est quelqu'un qui développe le système. Il faut du cyber secured by design, c'est la grande tendance des systèmes, et aujourd'hui c'est la panacée. Alors maintenant, en termes de cybersécurité, de solutions que l'on peut apporter au-delà de ce que j'ai dit là, il y a 2 grandes familles. La première, c'est la supervision de la sécurité du système. Faire en sorte que les systèmes de nos clients, systèmes informatiques, systèmes opérationnels, systèmes industriels, soient constamment supervisés pour vérifier son état de sécurité. Alors nous, effectivement, Thales, mais on a d'autres fournisseurs, il se trouve qu'on est les plus gros en Europe. On gère des centres de supervision de cybersécurité, des tours de contrôle, d'où 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, on surveille comment ça se passe chez nos clients. Et dès qu'il y a une attaque, on la voit, on la détecte, on intervient à distance ou on intervient sur place quand c'est le plus grave. Moi, j'ai une grosse équipe de Ghostbusters, de SOS fantômes qui débarquent chez les entreprises qui sont attaquées pour résoudre le problème. Mais parce qu'ils sont surveillés 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, avec des équipes très grosses qui connaissent les menaces, qui ont des systèmes intelligents qui arrivent à détecter les événements anormaux et donc détecter des menaces même inconnues, qui sont connectés à des CERT, comme l'a cité Pascal André. Nous avons aussi un CERT industriel qui permet de détecter les menaces à l'avance, et avec des sondes, c'est-à-dire des détections de cyberattaques souveraines, nationales, pour être sûr qu'elle ne laisse rien passer, parce que si on achète une sonde américaine, qu'est-ce qui vous dit qu'elle ne laisserait pas telle ou telle chose passer? Donc une supervision et une équipe d'intervention, c'est donc la troisième branche. Hein. Donc le cyber secured by design, les règles d'hygiène et cette supervision avec capacité d'intervention. La 4e grande branche, c'est la protection des données. Enchiffrer les données que vous avez dans vos serveurs ou sur le cloud. Comme ça, s'il y a une fuite, eh ben, les données sont inutilisables.
Alors on se dit, si c'était si facile, tout le monde ferait ça. Je suis sûr que le chiffrement des données, ça va ralentir mon exploitation, ça va bloquer mes applications. Pas du tout. Aujourd'hui, des solutions existent de chiffrement des données avec une gestion des droits des clés extrêmement simple, pas du tout indébrouillable comme les gestions de mots de passe multiples comme aujourd'hui. Et donc la protection de données, c'est la 4e dimension. Donc voilà, si je veux résumer, les règles d'hygiène riches, le cybersecured by design, la supervision de sécurité avec intervention et remédiation, et la protection des données. Voilà les quatre grandes méthodes. Alors je veux bien rebondir là-dessus parce que c'est vraiment clé ce qui vient d'être dit. Pendant très longtemps, et ça rejoint une question que vous avez posée au début, pendant très longtemps, la sûreté ou la cybersécurité était la panacée du DSI. Il faut voir qu'aujourd'hui, le DSI ne couvre pas l'ensemble des systèmes affectés, ou potentiellement affectés par la cyberattaque. J'ai dit tout à l'heure que la cybermenace augmentait la surface d'attaque à une échelle infinie. Aujourd'hui, le CIO d'une entreprise, ou le DSI en français, est responsable de l'environnement des systèmes d'information. Il ne couvre pas l'environnement industriel, il ne couvre pas certaines fois l'Internet of Things. Il y a des tas d'environnements qui ne sont pas couverts par le DSI. Donc il faut étendre le rôle du DSI, donc de celui de son RSSI, qui deviennent des rôles clés dans l'entreprise, puisqu'il faut les étendre sur l'ensemble de la surface d'attaque, même si elle est infinie, mais au moins sur l'ensemble du périmètre, on va dire, que ce soit les systèmes d'information, les operating systems, ceux qui contrôlent les environnements industriels, et puis l'Internet of Things et tout ce qu'on va connecter de façon aléatoire dans la société. Et ça, il faut le faire chez nous, mais il faut le faire chez nos clients aussi. On a autant de risques notre environnement de production, et je dirais même que la plus grosse menace aujourd'hui qu'on pourrait avoir serait d'avoir un environnement industriel chez nous Airbus qui ne soit pas au bon niveau. Il y aurait plus de failles que d'attaquer un avion quand il vole. Si Thales était malveillant, ils pourraient, parce qu'ils font partie de la supply chain, ils font partie de nos prestataires privilégiés, donc ils sont intégrés dans notre chaîne d'assemblage, ils pourraient y mettre du code malicieux sur nos avions pendant la phase de production. Et en parallèle, lorsque l'avion est en service, donc dans les phases de maintenance qui sont complètement le miroir de notre environnement de production, quand l'avion est en mode de maintenance, il est ventre ouvert. Donc parce qu'on lui fait sa maintenance, on recheck ses systèmes, on les démonte, on les remonte. Et donc là, c'est des phases du cycle de vie de l'avion qui sont extrêmement sensibles. Et donc dans ces phases-là, on ne peut que recommander à nos clients, comme on recommande à nos fournisseurs, d'avoir la même vision de la sûreté que nous, pour avoir une vision de sûreté globale. Alors justement, comment on partage cette vision ? Comment tout le monde peut être conscient de toutes les bonnes pratiques que vous citez ? Est-ce qu'il y a une espèce de code de bonne conduite dans l'ensemble de l'industrie ? Est-ce qu'il manque des choses au niveau de la régulation, etc., pour permettre en fait cette plus grande sûreté ? Moi, je dirais, en France, on a un corps régulateur qui s'appelle l'ANSSI, qui fait un boulot formidable de sensibilisation, de recommandations de règles d'hygiène formelles, hein, dont s'inspirent l'ensemble des directeurs sécurité des entreprises, puisqu'elles sont très générales, qui fait un travail de labellisation des prestataires pour que les entreprises s'y retrouvent entre tous les gens qui disent qu'ils font la cybersécurité. Pour les opérateurs d'importance vitale, par exemple, certains prestataires sont uniquement labellisés et moins d'autres. Pour les PME, beaucoup plus de prestataires peuvent intervenir. Donc ils font un travail considérable. Il faut aussi un travail de veille. On a des cadres, je dirais, de régulation et d'autorité qui fonctionnent pas mal. Alors, sur l'ensemble des systèmes sol, industriels, systèmes informatiques des sociétés, voilà, Marc vient de répondre à la question, c'est exactement ça. Sur un avion, sur un produit, il faut savoir que tous nos avions sont certifiés, donc on a une réglementation pour certifier et avoir une certification de type de nos appareils. Ce que l'on force de façon commune, avec Boeing d'ailleurs, on pourra en reparler, c'est d'avoir une réglementation qui couvre non seulement la partie OEM, donc le fabricant de l'avion, mais aussi les fournisseurs et les sociétés de maintenance, ce qu'on appelle les MRO, Maintenance Repair Overhaul. Ce qui est important, c'est d'avoir une réglementation qui soit harmonieuse sur l'ensemble de la chaîne et non pas que sur un seul des maillons. Parce qu'on va réduire forcément et on va fragiliser la sûreté globale du produit comme l'adage le dit. Donc ce qui est important, c'est d'avoir une harmonisation plutôt que d'avoir une défense en profondeur très très stricte sur un seul
un seul domaine, il vaut mieux avoir une harmonisation plus légère, assez profonde, mais plus légère sur l'ensemble des partenaires. Ce risque en fait cyber qui est plutôt récent, est-ce que c'est une contrainte en fait pour innover en général dans le secteur ou pas? Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que évidemment, dès qu'on rajoute du numérique, des connexions, beaucoup de données, il y a un risque. C'est grâce à la cybersécurité qu'on peut utiliser ces hautes technologies sans état d'âme. Beaucoup de gens se posent des questions, par exemple, sur l'utilisation du cloud. L'utilisation du cloud avec les bonnes solutions de sécurité, c'est parfois plus sûr que de garder les données chez soi. Un peu comme il y a 100 ans, on se demandait faut-il mettre son argent à la banque. Aujourd'hui, personne ne se demande si la banque c'est plus sûr ou moins sûr que de garder l'argent chez soi. C'est à peu près la même réponse. Maintenant qu'il y a des solutions de sécurité qui existent, elles permettent au contraire d'utiliser toutes ces nouvelles technologies pour peu qu'elles soient bien respectées avec les bonnes règles d'hygiène, toutes les choses que j'ai citées. Alors, et aussi, une question qu'on se pose, c'est combien ça coûte le risque cyber? J'imagine que vous ne pouvez pas donner de chiffres précis, mais je veux dire... Le risque cyber coûte beaucoup plus cher que l'assurance, je le répète. Bon, on estime qu'une attaque standard, c'est quelques millions d'euros. C'est en moyenne 9 semaines pour la corriger. Évidemment, on a tous entendu parler d'attaques qui ont coûté beaucoup plus cher. J'ai parlé de près d'$1 milliard pour l'attaque sur Sony. Mais donc voilà, c'est entre les deux. Effectivement, on ne donnera pas de chiffres sur les budgets qu'on associe. On va dire deux choses. La première, c'est qu'il faut surtout regarder, un peu comme le disait Marc, l'assurance, c'est-à-dire le coût que pourrait nous coûter une très grosse attaque qui aurait réussi. Si WannaCry avait réussi chez Airbus, on aurait pu compter ça en plusieurs dizaines, voire centaines de millions d'euros, parce que arrêter toute une chaîne de production pendant plusieurs semaines, ça a des risques énormes, surtout qu'on ne sait même pas si on saurait bien nettoyer après pour repartir correctement sur les bases saines, et on ne saurait pas s'il n'y a pas des avions qui seraient infectés ou des hélicoptères ou des satellites, donc c'est compliqué. Ça c'est la première chose. Ensuite, il y a l'organisation qui coûte cher. L'organisation, forcément, quand on met en place un ou plusieurs SOC, donc chez Airbus, on a ce que Marc appelait ces méga superviseurs de la sûreté de l'entreprise. Bon, chez Airbus, on en a 5, 6, 7 parfois. Si on prend les militaires, les nationaux dans le groupe, ils supervisent l'ensemble des systèmes d'information, ça coûte de l'argent. Une équipe d'intervention qui le CERT, qui coûte de l'argent aussi. Donc tout ça a un coût, mais ça a un coût bien plus faible que le coût tributaire d'une attaque qui aurait réussi. Justement, est-ce que vous pouvez parler de quelques cyberattaques que vous avez eu à gérer, qui étaient assez importantes, concrètement en fait? Nous donc avec nos tours de contrôle, nos SOC, on gère à peu près 130 très grandes entreprises. La sécurité de plus d'une centaine de très grandes entreprises. Je pense qu'aucune d'entre elles ne serait heureuse que je raconte l'anecdote en les citant, mais je vais quand même en citer une anecdote par entreprise, parce que je la trouve très parlante. Donc une grande entreprise française, enfin mondiale, mais dont le siège est en France, a été attaquée il y a maintenant un peu moins de 5 ans. Ils ne s'en sont pas rendus compte, c'est l'ANSSI qui s'en est rendu compte, et qui leur a dit, les gars, c'est sérieux, vous appelez Thales. Donc mes gars ont débarqué avec mes SOS fantômes là, et l'attaque était très sérieuse. L'entreprise est une entreprise internationale qui opérait dans le monde entier, on ne pouvait pas couper le système. On n'avait d'ailleurs pas de vraie cartographie d'un système informatique, ça évolue tout le temps. Donc le temps de corriger le problème qui s'était bien répandu, il a fallu plusieurs mois. Donc on a résolu le problème, le système était sain à nouveau, et là évidemment on leur a suggéré de se mettre sous supervision. Vous vous souvenez, c'est la troisième des branches, donc supervisée en l'occurrence par Thales, dans le 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Quelques mois après, ils ont été rattaqués, même genre d'attaque, pas la même, mais même genre d'attaque. Vu immédiatement, corrigé en 3 jours. Donc l'attaque aurait pu être exactement aussi grave, avec autant de données qui auraient fui, autant de compromissions et autant de temps pour la corriger. Mais grâce à la supervision, un temps peut à peu près divisé par 20 ou 30 dans le traitement. Vous voulez peut-être réagir ? Pas réagir à ce qui a été dit, mais je ne donnerai pas d'exemple concret d'attaque. On en souffre comme tout le monde. Hein. Celui qui n'a pas
Celui qui vous dirait qu'il n'a jamais été attaqué, il ne faudrait pas le croire, parce que les grandes entreprises sont toutes des cibles. On n'a jamais été des victimes, on va dire ça comme ça. On a toujours pu limiter les dégâts ou les contrer, ça c'est important. Par contre, ce que je peux dire, c'est qu'on souffre autant du buzz qui tourne autour d'une pseudo-attaque que de l'attaque elle-même. Lorsqu'on lit dans les médias qu'un avion peut être détourné par un hacker, même si c'est entièrement faux, on en souffre énormément. Parce que les autorités parfois nous demandent de rechecker tous les systèmes, ça coûte beaucoup d'argent, parce qu'on a la crainte des passagers qui ont peur de l'avion, même si un hacker a attaqué... Pourquoi c'est entièrement faux ? Parce qu'aujourd'hui, toutes les allégations qui ont été faites par les hackers étaient fausses. Toutes celles qui ont... D'ailleurs, je pense que s'il y en a qui réussissent, ils le diraient pas sur le net, et ils n'en feraient pas autant de buzz, mais toutes celles que vous pouvez lire dans les médias ont été fausses. Il n'y a jamais une seule attaque qui s'est avérée réaliste sur un avion, à savoir prise de contrôle des moteurs à partir de système de distraction ou changement du cap de l'avion à partir d'un Android au sol. Ça, vous en trouvez tous les jours sur Internet, ça c'est faux. Dans l'écosystème du numérique, des grandes entreprises sont appelées à des hackers, des hackers blancs, donc qui viennent en fait dans des bug bounty, qui sont des journées où les entreprises appellent les hackers chez elles. Elles ont 24 heures ou 48 heures pour casser le système et trouver toutes les failles possibles. Est-ce que c'est quelque chose qui se fait aussi chez vous, et est-ce que... Oui, enfin, il y a deux choses dans votre question. D'abord, d'avoir des hackers internes pour tester les vulnérabilités, c'est indispensable. Alors nous, on vend ce service à nos clients. Donc on a plusieurs centaines de hackers en fait, qui passent leur temps à tester les vulnérabilités de nos clients. Donc d'ailleurs, c'est passionnant, parce qu'un jour, ils attaquent la Banque de France, un jour le porte-avions, etc. Enfin, mais c'est leur boulot de tester les vulnérabilités pour mesurer ça. Alors, il y a une notion en ce moment de ubérisation du hacking avec ces bug bounty, dans lequel, en plus, on ouvre ça à tout le monde qui vient lui-même tester. Et donc, c'est une pratique moderne, je dirais, assez innovante. Donc, on fait ça, etc. Et d'ailleurs, nos hackers participent parfois à des bug bounty ouverts. Oui. Et vous, chez Airbus ? Alors, nous, on ne fait pas de bug bounty. Par contre, on a nos hackers. On a recruté les premiers hackers en 2004. J'ai recruté une quinzaine de hackers en 2004 qui existent toujours dans l'entreprise. Donc, ce sont eux qui nous ont aidés à, d'une part, faire la conception de l'architecture sécurisée de la 380 et qui nous ont dit partitionner les systèmes, parce que si vous laissez des systèmes qui sont juste protégés par un firewall, ça cassera un jour. Donc on a vraiment fait des partitions. Avec Thales, d'ailleurs, on a développé des systèmes de sûreté embarqués. Ils nous aident évidemment à faire des tests de pénétration sur l'avion. Donc on a des Blue Team et des Red Team chez Airbus qui nous aident à la fois sur les produits mais aussi sur nos systèmes d'information critiques. Donc on fait aussi appel à des sociétés extérieures, pas de bug bounty mais des sociétés extérieures qui nous font des tests de pénétration sur des systèmes qu'on considère comme moins critiques. Tout ce qui est critique est fait en interne. Donc il nous reste une petite minute. On va peut-être passer aux questions de la salle si vous en avez. Madame. Donc, est-ce que l'arrivée du haut débit, par exemple, dans les cabines, va provoquer, finalement, ouvrir autant de portes aux éventuelles cyberattaques? Et est-ce que le cockpit est isolé par rapport à la cabine dans ces cas-là? Alors oui, l'Internet à bord existe déjà. Ça fait assez longtemps qu'on a de l'Internet à bord dans certaines compagnies aériennes. Donc ça a déjà été développé. L'environnement qui est très ouvert, c'est ce qu'on appelle l'IFE, l'In-Flight Entertainment, qui est conçu pour ça. C'est un environnement qui est conçu pour être communicant. Il a été, comme je l'ai dit, complètement ségrégé du domaine avionique, des commandes de vol, des flight controls en anglais, sur la 380 par une diode. La diode, c'est un équipement physique, donc vraiment composé d'amplis opérationnels en cascade où il est impossible de remonter. Alors pourquoi on n'a pas complètement ségrégé? Parce qu'on a besoin d'informations qui viennent du cockpit vers les passagers. Par exemple, quand vous êtes sur un long courrier, vous voyez sur votre écran votre trajectoire, la position de l'avion sur une trajectoire. Vous voyez le time at destination, le time to destination. Donc toutes les informations sur votre vol vous viennent du cockpit. Donc c'est on va dire c'est un petit moyen de communication, mais qui passe au travers d'une diode qui n'a pas de possibilité de remonter. Ça, c'est entre le cockpit et la cabine. Mais le cockpit, il a aussi une sous-ségrégation. Les commandes de vol sont dans un domaine encore plus sécurisé.
Donc tout ça, ça a été conçu et conçu dans les phases de conception de l'avion. C'est pour ça que je dis que ce qui est le plus important, c'est de penser la sûreté dans les phases de inception, comme on dit en anglais, c'est-à-dire très tôt dans les phases de réflexion et de conception, de développement. On met la sûreté par design, par conception. La sûreté a posteriori coûte cher, elle est difficile à maintenir et en fait, elle n'est jamais vraiment bien sécurisée. Donc oui, on sécurise le cockpit, on va dire tout ce qui est système de navigation, de contrôle, de pilotage de l'avion, du monde ouvert. Monsieur ? Vous avez un micro qui arrive en fait. Attendez, mais... On vous entend. Jusqu'à quel point pouvez-vous remonter? Alors, nous, notre métier, c'est pas de le faire. Donc, c'est de donner aux instances qui font les enquêtes les informations les plus pertinentes. Donc, le point d'entrée, les adresses IP d'où ça vient, etc. L'enquête est menée après par les organismes d'investigation dont nous ne sommes pas. Donc, on participe parfois aux enquêtes, mais on ne va pas en parler. Et, certaines débouchent, d'autres non. Bon, c'est pareil chez Airbus. Pour les attaques qui nous viennent de systèmes, sur nos systèmes d'information classiques, c'est l'ANSSI qui nous aide s'il y a besoin, mais c'est l'ANSSI qui prend en charge. Donc nous, on ne remonte pas aux hackers, sauf si on désire vraiment porter une plainte, donc auquel cas il faut qu'on remonte. Sur les avions, ce sont les compagnies aériennes qui sont propriétaires du produit, donc c'est elles qui sont en charge de voir si oui ou non elles veulent remonter aux hackers. Bon, c'est un avis personnel, hein. Là je ne parle pas au nom d'Airbus, mais il y a deux cas. On a dit que les technologies de hacking évoluaient et les technologies pour effacer les traces évoluent aussi. Donc d'un côté, on a de plus en plus de hackers qui deviennent très compétents, donc très difficiles à traquer. Mais on a aussi une grande majorité de hackers qui tombent dans les pièges, dans les panneaux, parce qu'on met aussi des pièges, on fait aussi du hunting, on va dire ça comme ça. Donc là, on sait les repérer. Mais il y a de tout. On ne peut pas dire qu'on saura trouver tous nos hackers, comme on ne peut pas dire qu'on ne les trouvera jamais. Madame, au fond. Oui, bonjour. Vous nous avez très clairement exprimé la nécessité de transversaliser les actions pour améliorer le niveau de cybersécurité. Et vous nous avez aussi assez franchement expliqué le coût que ça peut avoir. Aujourd'hui, j'ai envie de vous demander, est-ce qu'il n'est pas du devoir, ou en tout cas de l'intérêt des grands donneurs d'ordre, et notamment Airbus, Thales, Safran, Dassault, d'accompagner la supply chain, qui elle est composée de sociétés plus petites et sans doute moins armées pour faire ça, dans l'intérêt global d'une cybersécurité de la chaîne? Bon, je prends la parole. Oui, évidemment. On ne peut pas exclure nos amis fournisseurs de notre... Ils sont devenus, comme j'ai dit tout à l'heure, ils sont devenus critiques pour nous. Les fournisseurs font partie de la supply chain, qui est le talon d'Achille d'un groupe comme Airbus, donc on ne peut pas les exclure. Alors, on a des fournisseurs de toute taille. On a des fournisseurs qui sont comme Thales, des grands groupes qui sont autonomes en matière de sûreté. Puis on a des tout petits, si vous venez à Blagnac, on a des petites entreprises qui sont au cœur de nos systèmes et ils sont 5-6 personnes, aucun moyen de se sécuriser au niveau où on voudrait. Et pourtant, ils sont très compétents, experts dans leur domaine. Donc oui, il est important de les intégrer. On cherche des méthodes pour le faire de façon générale sur l'ensemble des prestataires. Ça, c'est une chose. Ce que l'on fait aussi, c'est on a écrit des guidelines pour que nos prestataires et nos fournisseurs respectent des exigences. Donc, on a écrit un Security Assurance Requirement, qui est la Bible que l'on fournit à nos fournisseurs pour qu'ils développent des systèmes ou des logiciels sécurisés en fonction de nos contraintes et de nos analyses de risque. Mais il est évident qu'il faudrait qu'on intègre de façon plus générale tous nos fournisseurs. Et ils ne sont pas tous dans la boucle aujourd'hui, mais il ne faudrait pas qu'on soit tout seul. Il faudrait aussi qu'il y ait un appui des autorités de certification, puisque, comme je l'ai dit, dans le domaine aéronautique, on est dans un environnement certifié, pour que les autorités de certification demandent à ce qu'il y ait une harmonisation des contraintes sur l'ensemble des prestataires, fournisseurs, compagnies aériennes, clients, maintenance, repair, overhaul, etc. D'autres questions?
Ah, monsieur. Je vais plutôt parler d'un point de vue des compagnies aériennes. Actuellement, il y a une sorte de mode qui va dans le cloud au niveau des systèmes software opérants ou de maintenance. Est-ce que les gros acteurs du marché sont quand même plutôt américains, Microsoft Azure et Amazon par exemple? Est-ce qu'il y a un problème de souveraineté qui pourrait remonter de cette cybersécurité générale? Alors je vais essayer de reformuler la question selon ma compréhension. Aujourd'hui, on utilise du big data pour faire de la maintenance prédictive, ce genre de choses. C'est ça que... Et on met des données des compagnies aériennes, des données de vol sur les clouds. C'est bien ça? Bon. Donc oui, des compagnies aériennes, les avions, toutes les compagnies aériennes génèrent énormément de données. Donc aujourd'hui, ces données, on ne les exploite pas, ou très peu. Et donc, on s'est aperçu, en faisant des pilotes, qu'avec des sociétés comme Palantir, pour ne pas la citer, on avait d'extrêmement bons résultats pour faire de la maintenance prédictive. Ça, c'est un fait. La question qui se pose, c'est est-ce qu'on est prêt à mettre toutes les données des vols des avions dans un cloud ou dans des clouds, que ce soit Google, Amazon ou Microsoft? La question se pose. Nous-mêmes, Airbus, nous la posons puisque nous offrons ces services. Ces données, si elles sont anonymisées, il n'y a pas de risque. Si maintenant les données, on sait très bien que c'est les données d'une compagnie aérienne bien identifiée, ça c'est plus risqué. C'est charge à la compagnie aérienne de décider si elle le fait ou pas. Nous, ce que l'on a fait, c'est d'extraire de plusieurs milliers d'heures de vol sur plusieurs années de compagnies aériennes qui nous ont donné leur data et que l'on a anonymisé. On a fait des pilotes et qui nous ont prouvé que la maintenance prédictive via le big data fait sens. Ce qui est en cours chez Airbus aujourd'hui, c'est maintenant une analyse de risque des sociétés comme Palantir et autres. Donc on fait des audits pour savoir jusqu'où on peut aller, ce qu'on peut faire, et savoir surtout quel est le rapport perte sur coût. On peut, sur certains domaines, pas sur la sécurité, mais sur certains domaines, considérer qu'on va beaucoup plus gagner que perdre. Peut-être sur l'enjeu géostratégique, géopolitique de la cyber, justement, dans vos domaines, qui sont quand même des domaines où les intérêts, très liés aux intérêts nationaux. Naturellement, en fait, évidemment, entre la cybersécurité d'une entreprise, la protéger contre des fuites de données ou qu'une attaque contre son système industriel, et la cyberdéfense des intérêts vitaux d'un État, on voit bien qu'il y a quelque chose qui effectivement extrêmement lié. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on a une instance de régulation française qui s'occupe de l'ensemble en fonction des besoins. Donc c'est très important. Ce dont il faut bien comprendre, c'est que on a la chance d'avoir des entreprises de cybersécurité dans les pays souverains. Alors en France, on a la chance d'avoir des grandes entreprises de cybersécurité. Alors, bon, il y a Thales, mais il n'y a pas que Thales. Mais nous, on fait beaucoup de systèmes industriels. Alors, dans les avions, on l'a cité, on fait les systèmes de divertissement à bord, les IFE, beaucoup de systèmes d'avionique et de contrôle d'avion, des systèmes de signalisation ferroviaire, des systèmes de contrôle trafic aérien, donc beaucoup de systèmes industriels. La plupart de nos concurrents dans ces systèmes-là n'ont pas la chance d'avoir une division cybersécurité à côté d'eux. Notre concurrent dans les contrôles de vol s'appelle Rockwell Collins. Notre concurrent dans la signalisation ferroviaire s'appelle Bombardier ou Alstom. Notre concurrent pour les IFE s'appelle Panasonic ou Zodiac. Ces gens-là n'ont pas de division cybersécurité à côté d'eux. Nous, chez Thales, on a mon équipe qui fait à peu près 5000 personnes en cybersécurité, dans tous les domaines que j'ai cités tout à l'heure, dont le métier, ce n'est pas du tout de servir Thales, c'est de vendre ce métier dans le monde entier. Mais en revanche, évidemment, on en profite pour en faire un discriminant sur nos produits. Et nous, ce que l'on voit, c'est une énorme évolution du marché et de la façon dont c'est perçu. Quand on parlait de ça il y a quelques années, la plupart des gens disaient « me parlez pas de cybersécurité, je suis sûr que c'est un coût en plus ». Et aujourd'hui, la cybersécurité est devenue un discriminant de nos produits. C'est-à-dire que les gens nous disent « je veux vos produits car vous, Thales, on sait que vos produits sont cybersécurisés, by design », comme je disais tout à l'heure. Et donc on a vu une vraie transformation de le comportement.
pour revenir sur une question que vous posiez tout à l'heure sur la prise en compte et le degré de sensibilité, c'est intéressant comment les entreprises déclarent qu'elles sont attaquées ou pas attaquées. Il y a 2 ans, il n'y a pas 5 ans, il y a 2 ans, personne ne disait qu'il était attaqué. Dire qu'on était attaqué, c'est une preuve de fragilité. Aujourd'hui, comme l'a dit Pascal, nous sommes tous attaqués. Et celui qui explique qu'il est attaqué, ça veut dire qu'il s'en est rendu compte et qu'il prend les actions. Donc c'est une preuve de maturité. Et il a fallu quelques années pour que ça change. Et c'est très important de comprendre ça. Très bien, bien. Merci beaucoup à tous les deux. Merci à vous pour vos questions et pour votre attention. Merci.